Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Après la décision du Conseil d'État d'annuler les groupes de niveau, que penser de l'acte 2 du choc des savoirs, cher à Anne Genetet? Eh bien, c'est la question qu'on va se poser dans cette première partie d'émission avec notre invité. Aujourd'hui débute la 38e édition du Téléthon. Nous reviendrons sur cet événement phare avec son directeur des opérations et de l'innovation. Dans sa chronique, Emma Ferré vous propose de vous pencher sur Culte, la série qui retrace l'apparition du fameux Love Story et avec elle l'implantation de la télé-réalité en France. Mais tout de suite place à l'actualité de l'éducation avec Emma. Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec les concessions de Michel Barnier. Le Premier ministre a annoncé renoncer à certaines mesures initialement prévues dans le budget 2025. Oui, à 4 jours de l'examen en deuxième lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Premier ministre rétropédale sur l'augmentation des taxes sur l'électricité. Pour être précis, cela permettrait une économie de 14% au lieu des 9% initialement prévus. Une main tendue à Marine Le Pen qui ne s'arrête pas là, puisque l'aide médicale d'État est également sur la sellette. Alors certains accusent le Premier ministre de laisser la patronne du Rassemblement national dicter la politique du gouvernement en faisant pression avec l'idée de la censure qui tomberait. Des mesures qui inquiètent jusque dans les rangs du gouvernement. Pauline de Saint-Rémy, chef du service politique de Politico, était sur France Inter ce matin. On commence à s'orienter vers la possibilité d'un accord qui ne dit pas son nom pour l'instant entre le gouvernement, entre Michel Barnier et Marine Le Pen. Rien n'est absolument fait, mais il a consenti à 2 gestes en direction du Rassemblement national hier. Il l'a annoncé. Et on va y venir évidemment et dans le détail. Notamment sur de ce que Marine Le Pen appelle ses lignes rouges qui concernaient les tarifs de l'électricité. Il a aussi consenti un geste concernant l'AME, l'aide médicale d'État. C'était une demande nette du Rassemblement national. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas dire qu'ils étaient dans une négociation. On pouvait même se poser des questions sur la stratégie de Michel Barnier vis-à-vis du Rassemblement national. Là, on y est entré, on est en quelque sorte dans le money time de cette négociation. Et Marine Le Pen a déclaré hier, nous sommes jeudi, il a jusqu'à lundi. Donc elle profite autant qu'elle peut de ce moment où elle met en scène le pouvoir qu'elle a sur la classe politique. À gauche, les pressions de Marine Le Pen et les cessions de Michel Barnier ne passent pas du tout. Ils ont voulu éviter la censure au prix du déshonneur. Ils ont eu le déshonneur et auront la censure. Assène Manuel Bompard de la France Insoumise. La lecture du projet de loi débutera lundi. On quitte Matignon désormais, Emma, pour la rue de Grenelle. La ministre Anne Genetet a rectifié le tir concernant le projet des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle. Oui, un programme pas encore présenté et déjà contesté. On en a parlé hier. La théorie du genre invoquée par le ministre délégué Alexandre Portier a fait du bruit. La ministre de tutelle s'est donc prêtée à l'exercice de rectification et a tenté de rassurer dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Depuis quelques jours, j'ai entendu tout et son contraire. On va donc prendre quelques minutes pour clarifier tout cela et rétablir la vérité face au flot de fausses informations qui circulent. Je vais directement mettre les pieds dans le plat. Va-t-on étudier les pratiques sexuelles à l'école? Absolument pas. Il s'agit d'apporter un programme là où aujourd'hui il n'y en a pas. Il s'agit d'apporter du soutien à nos professeurs pour qu'ils puissent répondre aux questions posées par les élèves. Il s'agit aussi d'être clair, d'être transparent et que les parents sachent ce qui est enseigné à leurs enfants. Ce programme, comment ça se déroule? C'est un programme équilibré, très progressif, qui tient compte et de l'âge et de la maturité de chaque enfant. Tout petit, à l'école primaire, on va apprendre à lire les émotions, on va apprendre le respect, on va apprendre le consentement, on va apprendre à dire non et à savoir faire respecter le non que l'on dit. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, un jeune qui n'a pas de réponse à ces questions, il va les chercher lui-même. Et où va-t-il les chercher? Sur Internet. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que chaque mois, 2,3 millions de mineurs consultent des sites pornographiques. Et on a, à l'âge de 12 ans, déjà 1 sur 3 qui a déjà vu des images pornographiques. Je me refuse à ce que la pornographie soit les réponses à nos jeunes. Ils doivent savoir que la pornographie est dégradante. Ça n'est pas la vraie vie. On ne peut pas laisser l'éducation à la sexualité au seul contenu Internet. Le rôle des parents est indispensable, évidemment. Et l'école aussi a un rôle à jouer. Je vous fais cette vidéo pour être hyper claire. très précise. Je veux contrer les fausses informations qui circulent. Je veux contrer les obscurantismes. L'école n'a pas d'idéologie. Ce programme, je veux le rendre accessible, je veux le rendre transparent et les parents pourront le consulter librement. Je sais aussi que ce programme permettra de lutter contre le harcèlement, permettra de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, permettra de prévenir les dégâts causés par la pornographie et permettra aussi de limiter la propagation des infections sexuellement transmissibles. Je le sais et c'est pour ça que je veux que ce programme soit mis en place. En plein procès de l'affaire Mazan, il est plus que jamais nécessaire de prévenir les violences, d'éduquer nos jeunes et d'apaiser la société. C'est le rôle de l'école et ce sera le rôle de ce programme.
Et le débat va jusque dans les rangs de la majorité. La députée des Yvelines, Aurore Berger, s'est exprimée dans un tweet. Un ministre ne devrait pas diffuser de fausses informations en agitant des peurs et des fantasmes pour espérer se faire connaître des Français. Il n'est nullement question de théorie du genre dans l'éducation à la vie affective et sexuelle. Il est question de respect, d'égalité, d'intégrité du corps, de consentement, de prévention des violences sexuelles, de protection de nos enfants et de nos adolescents. Alors selon les informations de BFM TV, ce texte non définitif s'articule autour de 3 axes qui sont se connaître soi-même, vivre et grandir avec son corps, rencontrer les autres et construire avec eux des relations et s'y épanouir, et enfin trouver sa place dans la société. Le texte devrait être présenté mi-décembre. À noter qu'on a donc maintenant un nom officiel et un acronyme, l'EVARS, pour éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et le ministère de l'Éducation s'est aussi fait taper sur les doigts concernant les groupes de niveau. Le Conseil d'État a tranché hier. Terminé les groupes de niveau, aussi appelés groupes de besoins, à partir de la rentrée 2025. Le Conseil d'État a jugé qu'il aurait fallu un décret du Premier ministre et non un simple arrêté du ministère de l'Éducation pour mettre tout cela en œuvre. Alors la plus haute juridiction administrative ne juge pas la mesure contraire au programme dispensé au collège, mais elle estime que c'est à Matignon de fixer l'organisation en ce qui concerne tous les collèges du pays, et ce, afin de ne pas bouleverser l'organisation des collèges en cours d'année scolaire. Alors la décision rendue ne prendra effet qu'à la rentrée prochaine, et la mise en œuvre des groupes de besoins au collège reste pour le moment en vigueur sur cette année scolaire. Le ministère de l'Éducation annonce un nouveau décret courant du mois de décembre. Et côté réseaux sociaux maintenant, l'entreprise du réseau social TikTok va interdire certains filtres au moins de 18 ans d'ici la fin de l'année. Oui, ça vous est peut-être déjà arrivé de mettre un filtre sur votre visage comme ça, juste pour voir, et de vous trouver transformé, souvent en mieux selon les critères de beauté des réseaux sociaux. Et bien tout ça, c'est bientôt terminé, du moins pour les filtres embellissants, et ce pour les moins de 18 ans. Le réseau social chinois, déjà accusé de causer des troubles de la santé mentale chez les adolescents, c'est cette fois défendu. L'étude que nous avons menée auprès des jeunes et de leurs parents a montré que certains filtres modifiant l'apparence pouvaient avoir un impact sur le bien-être des adolescents. C'est ce qu'a confié Niki So, responsable des politiques publiques liées à la sécurité et au bien-être chez TikTok Europe. Alors d'ici peu, les filtres seront catégorisés selon l'âge des utilisateurs. Les moins de 18 ans pourront cependant toujours utiliser ceux à vocation humoristique. Merci beaucoup Emma. Brevet obligatoire, évaluation, rétablissement des mathématiques, une série d'injonctions ou des mesures de bon sens, eh bien c'est la question qu'on a envie de poser au syndicat de l'éducation nationale, et c'est tout de suite. Morgane Verviers, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau du Grand JT. Vous êtes secrétaire générale de l'UNSA Éducation. Alors, le choc des savoirs, formule lancée en novembre 2023, il n'y a pas si longtemps, par Gabriel Attal, qui était alors ministre de l'Éducation. Eh bien, l'objectif était d'élever le niveau de tous les élèves. Alors, objectif tout à fait louable, mais un an plus tard, Anne Genetet, donc actuelle ministre de l'Éducation, annonce le lancement de l'acte 2 de ce choc des savoirs qui vise, dit-elle, à transformer l'école française. On va bien sûr parler de cet acte 2, mais avant cela, j'aimerais qu'on revienne sur ces groupes de niveau. Parmi ces mesures phares du choc des savoirs, il y a les groupes de niveau. On dit besoin, ça dépend. On a alterné selon et c'est pas fini a priori, puisque le Conseil d'État s'est prononcé hier. Le ministère de l'Éducation va donc revoir sa copie. Et alors ma question, c'est vrai que Morgane Verviers, le Conseil d'État ne juge pas cette mesure contraire au collège, mais dit précisément que c'est au Premier ministre finalement de fixer les modalités de l'organisation dans l'établissement du collège. Et la question qu'on se pose, c'est, elle est longue ma question, mais c'est-à-dire qu'à l'époque, Gabriel Attal avait en réalité déjà agi comme s'il était futur Premier ministre. Ah ça, je ne sais pas. En tout cas, effectivement, le Conseil d'État vient de rendre sa décision et pour l'UNSA Éducation, ces syndicats, c'est déjà une première bataille. C'est une première étape et une victoire pour nous parce que, vous l'avez rappelé, ça... C'est pas si vieux et pour autant, dès le départ, nous avions été au rendez-vous pour attirer une vigilance sur le fait qu'on avait un ministre, un gouvernement qui passait en force une réforme dont la communauté éducative ne voulait pas et qui venait d'une certaine façon vraiment changer, bouleverser l'organisation des enseignements au collège, mais sans prendre le temps du dialogue. Et donc le Conseil d'État a rendu sa décision. Et là, effectivement, on a une ministre, Madame Genetet, qui, d'une certaine façon, continue et poursuit cette fuite en avant sur des groupes de besoins dont on ne veut pas.
parce que, vous le disiez, élever le niveau de l'ensemble des élèves, je n'ai pas un collègue en collège, en primaire, en lycée, qui ne souhaite pas et qui ne partage pas cet objectif. Maintenant la question, c'est le comment. Et effectivement, nous sommes passés de la terminologie groupe de niveau à groupe de besoin aussi par rapport à notre action en tant qu'organisation syndicale, parce que très vite, nous avions alerté sur le fait qu'il y avait des études qui montrent que là où on veut essayer de réduire les inégalités, au final, on risque plutôt de les aggraver. C'est ça, de les aggraver en créant à la fois les enfants, enfin les élèves qui sont de bon niveau et on les laisse ensemble, et ceux qui sont mauvais. Il n'y a pas d'émulation. C'est ça, il n'y a pas d'émulation, il n'y a pas d'hétérogénéité, alors que ça peut tirer vers le haut quand effectivement on a les moyens pour la gérer. Donc voilà, l'idée, le risque, c'est de voir des couloirs dans lesquels finalement on est inscrit dès sa scolarité, dès le plus jeune âge. Et ce qui est aussi parlant, c'est que finalement ces groupes de besoins, de niveau, s'inscrivent dans un état d'esprit bien plus général. Le choc des savoirs, c'est tout un état d'esprit de réforme. J'allais poursuivre justement, parce que tant pis on y va. Vous parlez de couloirs, de ces groupes de besoins. De couloirs, donc ça veut dire une sorte de séparatisme, entre guillemets, c'est un mot un peu fort, mais des élèves finalement des moins bons vis-à-vis des meilleurs. Et donc quand on voit l'arrivée de la prépa seconde, par exemple, est-ce que c'est pas aussi cette même voie qui est tracée ? Oui, c'est exactement ça, et c'est la raison pour laquelle on est aussi opposé à ce dispositif. Opposé à ce dispositif, d'ailleurs, il est expérimenté dans certaines académies et il ne fait pas le point, parce qu'on voit là qu'on revient sur 50 ans d'histoire du système éducatif qui a cherché l'émancipation de toutes et tous à travers effectivement la mise en place d'un couperet social à travers un diplôme national du brevet qui empêcherait finalement, si on ne l'obtient pas, d'accéder au lycée. Donc évidemment, on parle d'une minorité d'élèves, mais pour autant, nous, c'est pas du tout la façon dont on a l'impression de s'être engagé dans notre mission. Moi, en tant que CPE, ou mes collègues en tant qu'enseignants ou autres, je pourrais citer plein de métiers. Donc il y a cette volonté effectivement de croire qu'on doit amener toute une catégorie de jeunes, tous les jeunes, à un socle commun. Et donc à travers cette réforme du DNB, même si ça a été repoussé aux calendes grecques, derrière cette réforme, il y a cet esprit qu'effectivement, d'une certaine façon, on manque d'ambition, parce qu'on se dit, il y a un état d'esprit un peu fataliste, quoi, qu'on ne peut pas amener tous les jeunes à réussir et à atteindre ce minimum du socle commun. Le contre-argument de dire il ne faut pas que tous les élèves finalement aient leur bac, parce que ça veut dire que sinon le diplôme ne vaut plus rien, qu'est-ce que vous répondez ? C'est pareil, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que pour le coup, le débat sur le niveau, il est perpétuel effectivement. Nous, ce qu'on porte au niveau de l'UNSA, c'est qu'il y a besoin d'avoir des moyens pour accompagner les jeunes. Et effectivement, les jeunes, ils sont hétérogènes. Et il faut croire aux équipes et donc donner des moyens, non pas en pensant tout Grenelle, mais en faisant confiance à la professionnalité de nos collègues, l'autonomie des établissements. On a des équipes éducatives qui connaissent les jeunes, qui connaissent les familles. Donc s'il y a des moyens en plus à mettre, il faut leur faire confiance pour effectivement permettre à tout le monde de réussir. Alors, puisqu'on va en parler tout de suite de la confiance, parce que c'est quand même un vrai problème aujourd'hui, c'est pas tout nouveau, ça fait longtemps que ça dure, mais aujourd'hui, il y a une vraie crise de confiance. Oui. Tout le personnel enseignant, éducatif, dans la plupart, parce qu'en fait, on parle des enseignants pour la plupart, mais il y a tous ceux qui sont autour des enseignants, évidemment, les CPE, tous ceux qui sont aidants à l'école, qui ne se sentent pas reconnus, qui ne se sentent pas reconnus à la fois sur le plan, évidemment, du salaire, de la revalorisation salariale, mais aussi tout simplement du dialogue, de l'échange. Et quand vous portez haut et fort, vous, UNSA, évidemment éducation, mais tous les autres syndicats, est-ce que finalement cette parole, vous avez l'impression qu'elle compte ? Est-ce que, on voit bien, vous le dites vous-même, grâce à nous, il y a eu effectivement peut-être des stops ou en tout cas des fléchissements, mais est-ce que réellement on va aller vers une portée qui va être positive pour l'égalité face à l'apprentissage ? Effectivement, malheureusement, en termes de dialogue social, on a quand même le sentiment d'avoir un gouvernement qui le contourne. Et ça, c'est vraiment extrêmement pénible. Vous parliez de confiance, mais les études montrent que les Françaises et les Français ont majoritairement confiance dans leur école et leur école publique. Et pour autant, elle est tout le temps attaquée, visée, stigmatisée, pointée par les politiques dans le débat public. Et ça, effectivement, ça crée une crise de confiance entre nos ministères, nos employeurs, la responsabilité employeur de l'État et finalement tous ces agents, tous ces personnels qui font vivre au quotidien le système éducatif. Donc oui, il y a clairement une crise de confiance, mais elle est aussi due à cette méthode qui consiste à imposer une multitude de réformes
dans un temps record, sans jamais prendre le temps de faire le bilan, en faisant, en défaisant, en refaisant. Enfin, c'est juste épuisant. Et justement, j'ai envie de pointer là aussi le fonctionnaire bashing qu'on a le sentiment un peu de vivre, sur lesquels vraiment nos collègues sont très, très en colère et même blessés. Et même blessés. Parce que, à force, effectivement, d'avoir ces petites phrases toutes faites, qui ne veulent rien dire dans un contexte social et politique aussi tendu, c'est vraiment difficile d'entendre cela quand on voit l'engagement qui est le leur au quotidien. Et donc, ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied, parce que finalement, les fonctionnaires, certains en font partie quand même. Oui, aussi. Mais ce qui est clair, c'est que je n'ai même plus à argumenter. Vous connaissez très bien la crise de l'attractivité qui touche les enseignants, mais pas que, le monde de l'éducation au sens large. Et pour le coup, comment essayer de répondre à cette crise d'attractivité si à chaque fois qu'on écoute la radio, qu'on allume la télé, on entend qu'on est pointé du doigt, sous des faux prétextes, parce que là, c'est pour effectivement des arguments budgétaires. Alors là, vous parlez effectivement des délais de carence. C'est ça, et des annonces du ministre phrase, par exemple, de Nicolas Sarkozy sur les profs qui ne bossent pas, qui ne foutent pas grand-chose. C'est ça. Une réaction, parce que c'est vrai que forcément, ça a heurté tout le monde. Ben oui, ça a heurté tout le monde et c'est insultant, c'est méprisant et c'est faux. Et c'est faux. Il faut en permanence rappeler qu'effectivement, on travaille en dehors des heures de cours, qu'on travaille aussi sur le temps des vacances scolaires. Bien sûr. Que, en fait, le temps de présence... Mais nos collègues, ils sont engagés au quotidien et tout le monde sait que c'est un travail très difficile. Je me rappelle aussi très bien qu'il y a quelques années, là, pendant la crise sanitaire, nombre de proches nous disaient « Mais, oula, punaise, que c'est difficile de faire classe ». Mais c'est ça. Que c'est difficile de faire apprendre. Nos profs et nos infirmiers. C'est ça, exactement. On applaudissait à 20h nos enseignants et enseignantes, nos infirmiers, et on a la mémoire courte. Donc voilà, on a le sentiment qu'effectivement, on est complètement soumis à un fonctionnaire bashing et on a besoin d'une ministre forte pour défendre ses personnels et on l'a malheureusement trop peu entendu, déjà tardivement. Ouais. Et ensuite, je le redis, la comparaison qui est faite entre le public et privé, enfin tout ne se compare pas. Tout ne se compare pas. Oui, parce que c'est ça, en fait. Elle était favorable, tout comme effectivement Guillaume Kasbarian, au délai de carence allongé pour les fonctionnaires, comme dans le privé, en fait. Oui, mais c'est faux. 1 à 3 jours de carence. C'est ça, exactement. Alors, ça fait que, voilà, on a des collègues, s'ils se foulent la cheville, effectivement, ils vont perdre de 200 à 300 euros en plus. Très bien, pour faire des économies. Mais l'argument qui dit que c'est pour nous mettre en équité vis-à-vis du régime privé est complètement faux. Il est faux parce que d'ailleurs, si on compare à mission égale, à conditions de travail égales, il n'y a pas plus d'absence dans le public. Déjà, premièrement. Oui. La deuxième chose, c'est que 70 à 75% des salariés dans le privé, de par les conventions de branche, les conventions collectives, ils sont couverts à 100%. Ils sont soutenus, oui, tout à fait. C'est avantageux. Voilà, je pourrais parler de la rémunération, du salaire, qui, nous, a été gelé pendant des années et qui l'est encore. Donc, en fait, c'est une comparaison vraiment à géométrie variable. Et moi, ce que j'ai envie de comparer, c'est la responsabilité employeur. La responsabilité employeur, parce que je redis, par rapport à la crise d'attractivité qui touche nos métiers, il faut aussi se poser la question des dégradations de la condition de travail et de la santé de nos collègues. On a des alertes chaque année dans notre baromètre, et c'est une enquête annuelle qu'on passe, chaque année on a des alertes, des collègues qui disent être en mauvaise santé. Il y a quelques années, quand on leur pose la question « Quelle est votre priorité ?» La question de la santé sur son lieu de travail, c'était à la 11e position, c'est devenu à la 4e sous l'ère Macron. Et puis il y a la santé mentale, les violences à l'école, les violences en dehors de l'école, mais juste à côté de l'école. Oui. La problématique des parents qui ne respectent pas aussi les enseignants, quand effectivement il y a une parole politique qui est portée comme ça. Et encore une fois, je pose la question, je ne juge pas, mais enfin, quand une parole politique, là on vient de citer Jeunetet, Kasbarian, Sarkozy, est portée comme celle-ci, est-ce que c'est pas aussi donner le bâton pour se faire battre à des familles qui ne vont pas comprendre finalement? Exactement, c'est exposer les agents publics, et là, si je suis sur mon champ, plutôt les personnels de l'éducation, les exposer effectivement à de la critique, au fait qu'on puisse penser que notre métier est facile, qu'on peut le commenter, le critiquer à tout bout de champ. Et pour le coup, cette question de la montée de la tension dans la société, elle est très palpable, et les agents publics au sens large sont en première ligne. Et donc, on le ressent. Donc justement, nous, au sein de l'UNSA, on fait un travail
pour essayer de mener une réflexion sur le long terme, pas pour céder au temps médiatique ou au sensationnalisme, mais mener une réflexion sur le long terme pour analyser effectivement la montée ou ce sentiment de montée de la violence dans la société, l'impact que ça a sur les agents publics et comment ils peuvent y répondre. Et ça, il me semble que c'est vraiment très important, mais que la façon dont est polarisé le débat public, ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux, il y a quand même pas mal de choses. C'est un phénomène qui est très complexe. Alors, Anne Genetet avait répondu effectivement aux commentaires de Guillaume Kasbarian et donc elle s'est un peu défendue, en tout cas elle tenait à défendre le corps enseignant en disant « Non mais si on s'occupe uniquement de l'absence de nos professeurs pour raison de maladie, ils sont la fonction publique la moins absente par rapport aux deux autres, hospitalière et territoriale, rappelant leurs conditions d'exercice difficiles. » Donc bon, elle dit même d'ailleurs que les fonctionnaires de l'éducation nationale ne sont pas plus ni moins absents que les salariés du privé. Alors c'est vrai qu'à la limite, se rattraper comme ça, bon, bah, tant mieux si elle défend, mais c'est vrai que du coup, on ne comprend pas trop le commentaire. Oui, mais c'est arrivé un petit peu tard, et puis après, voilà, moi je ne suis pas là pour comparer effectivement les agents de l'État à ceux de la territoriale. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a justement un bilan qui est sorti en gros, un état social de la fonction publique, et il rappelle aussi que là, sur les dernières années, le nombre d'arrêts maladie diminue. Et ça, le ministre Kasbarian, comme tout le gouvernement, ben, ils le savent très bien. Donc voilà, on est sur quand même une argumentation qui est faussée, qui est trompée, et elle n'est pas juste. Et donc c'est pour ça que l'ensemble, je pense vraiment pas mal de nos collègues, que ce soit sur la fonction publique d'État, sur notre champ éducatif ou autre, à l'hospitalière, nous allons être nombreux le 5. Alors, quand on parlait de choc des savoirs, on a commencé par parler des groupes de niveau aux besoins. Il y a deux appellations possibles. Mais c'est aussi, effectivement, le brevet dont on a parlé. On l'a pas éludé, mais enfin bon, on a compris que ça posait réellement un souci. Pour l'instant, c'est reporté. Mais enfin bon, ça reste là. Les élèves qui passent le brevet, qu'ils le passent et qu'ils ne le passent pas, pourront passer en seconde, sauf s'il y a une demande de redoublement. Ça ne change pas. Est-ce que ça sera motivé pour après 2025-2026, il y aura un changement ? Non, pas en 2025-2026, voilà. C'est annoncé pour plus tard, voilà. Mais bon, l'instabilité politique... Donc, effectivement, on a parlé des groupes de niveau, du brevet, il y a aussi la généralisation des évaluations. J'aimerais un petit mot sur ce sujet. Ça veut dire davantage d'évaluations dans les petites classes, dans l'école primaire. Chaque année. Chaque année, c'est bien. Chaque année. Bon, nous, on n'est pas Pourquoi pour. Pourquoi pas On n'est pas pour. Des évaluations, il y en a tout le temps. Mais est-ce que c'est bien de faire des évaluations ? Enfin, je veux dire, à quoi ça sert ? Mais les évaluations, c'est nécessaire, mais il y en a déjà. Et donc, la question, c'est d'avoir des évaluations standardisées chaque année, sans que, là encore, on puisse prendre vraiment et avoir du temps, permettre aux équipes de les analyser, d'adapter la pratique pédagogique. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens, à part vraiment, encore une fois, charger la barque. Donc nous, on est évidemment favorable à ce qu'il puisse avoir des bilans et qu'il y ait des évaluations qui soient comme ça bien fixées dans le temps. Mais pourquoi chaque année, et surtout sans libérer et laisser du temps pour pouvoir en tirer des enseignements et donner des moyens aux équipes pour qu'elles puissent, par rapport aux difficultés qu'elles ont repérées, pouvoir accompagner. Là encore, c'est pas très logique. On donne les moyens, on donne, si vous voulez, un thermomètre, mais après, on ne donne pas de quoi soigner. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et donc, là où il y avait justement des personnels, alors on parle souvent des AESH, mais des personnels qui peuvent aider à gérer cette hétérogénéité, à accompagner de façon, sur des métiers, on va dire les éducateurs spé aussi, des difficultés un peu plus spécifiques des jeunes, on n'a pas les moyens pour pouvoir effectivement répondre à des difficultés qui ont été repérées. Donc c'est la raison pour laquelle on n'est pas pour avoir des évaluations standardisées chaque année qui donnent beaucoup de boulot et dont on ne sait pas finalement comment analyser les résultats pour surtout s'en servir pour vraiment répondre aux difficultés qu'on a repérées. Beaucoup de démarches administratives et peu d'écoute de la part du personnel éducatif, en fait. Oui. Labellisation des manuels aussi scolaires, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pareil, on pense que... Non, mais pour le coup, choc des savoirs, effectivement, nous, on n'était pas demandeurs et on pense toujours que c'est pas une bonne réforme. La labellisation des manuels scolaires, d'une certaine façon, c'est une façon de revenir sur l'autonomie et la confiance qu'on doit faire dans la professionnalité des enseignants. Enfin, voilà. Donc, ils avaient une liberté pédagogique, ils sont formés comme ça. C'est un enseignant, c'est niveau master. Et donc, est-ce qu'il y a besoin, effectivement, d'aller dicter jusqu'à ce point de détail
ce qu'un enseignant doit faire à tel et tel moment face à une classe, parce qu'il n'y a aucune classe qui ne se ressemble, et d'une année sur l'autre, elle ne se ressemble pas non plus. Alors, vous dites un enseignant, c'est master, mais avec l'emploi de contractuels aujourd'hui, alors ils ne sont pas extrêmement nombreux, mais il y en a quand même. Est-ce que ce ne serait pas utile, justement, de labelliser des manuels pour toutes ces personnes qui sont formées en 4 jours ? Ah bah, alors ce sur quoi vous m'amenez, c'est la formation et l'accès à la formation, bien sûr, nous on est pour que effectivement il y ait de la formation initiale et continue qui soit largement proposée à nos collègues, qu'ils soient titulaires ou qu'ils soient sous contrat. Ça c'est clair, mais on pourrait en parler, c'est un sujet, la question de la formation initiale et continue. Nous on a énormément bossé pour que ce soit une réforme qui voit le jour, on attend encore, donc voilà, il faut réussir à avancer là-dessus, mais on a un nombre de collègues croissant qui fait face à une formation initiale et continue à laquelle ils n'accèdent pas ou qui n'est pas de qualité. Et comment ça se fait qu'ils n'y accèdent pas ? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'y accèdent pas ? Pour le coup, il y a eu aussi cette nouvelle volonté de faire en sorte que les collègues ne puissent pas se rendre sur des temps de formation, évidemment, pendant qu'ils avaient le temps de classe, mais c'est devenu une charge complètement supplémentaire, parce que pour le coup, comme vous le disiez, il y a les cours, il y a la préparation des cours, il y a la correction des copies, et donc il faut trouver un temps supplémentaire pour pouvoir se rendre en formation. Et au-delà de ça, on voit bien que justement, ce qui est aussi compliqué, c'est qu'avec le manque des fois de collègues, pour le coup, les autorisations pour pouvoir se rendre en formation ne sont pas acceptées, puisque voilà, c'est difficile de donc c'est le serpent qui se mord la queue en fait. C'est ça. On demande des formations qui ne sont pas faites, même pour des collègues qui ne sont pas présents, alors qu'ils devraient être présents parce qu'il y a des absents. Mais c'est compliqué. Oui, on s'en sort plus, mais on doit s'en sortir. On doit s'en sortir parce que je pense que tout le monde a confiance et a besoin d'une école publique qui soit forte, avec des personnels qui soient dans le débat public reconnus et respectés. C'est le minimum. Alors, reconnu, respecté, j'ai compris, évidemment, et tout le monde le conçoit, évidemment. Dernière prise de parole, on les a évoquées, elles sont quand même... pas forcément très bien reçu par le personnel enseignant. Qu'est-ce que vous espérez avec dans les 3 jours qui vont venir, quand on voit les difficultés du vote du budget, les difficultés que rencontre Michel Barnier, le nombre de ministres de l'Éducation qui sont enchaînés dans ce dernier mandat d'Emmanuel Macron, quelles sont les expectatives pour ne serait-ce que les prochaines semaines ? Je dirais que le monde de l'école publique, du système éducatif a besoin de paix. Franchement. Et là encore, on voit qu'il y a une forme de cacophonie. Je ne reviens même pas sur le nombre de ministres, mais sur le fait qu'effectivement, on a des positions qui nous heurtent, et puis en plus qui peuvent ne pas être raccord entre le ministre et le ministre délégué, entre la ministre et le ministre délégué. Donc nous, on a besoin de paix. Nos collègues, ils veulent faire leur travail. Ils veulent faire leur travail tranquillement. On a besoin que le budget, il sanctuarise des moyens pour l'école publique, pour l'université, des moyens qui permettent de travailler dans de bonnes conditions, des conditions de travail qui, je le redis, malheureusement se sont dégradées, mais pour autant, même si elles pèsent sur le moral de nos collègues, ça c'est vrai, ils sont toujours là, tous les jours, pour s'ouvrir et permettre à chaque jeune de réussir sans les trier, sans les choisir, juste croire à l'émancipation individuelle et collective. Et donc, on a besoin d'une école publique qui soit forte, on a besoin de cohésion nationale, on a besoin de recroire et de refaire vivre ensemble. Et pour ça, il faut les moyens à la hauteur. Merci Morgane Verviers d'être venue sur le plateau du Grand JT. Merci. On va marquer une courte pause. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Jean-François Briand. Bonjour. Bonjour Virginie Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur des opérations et innovations scientifiques pour l'AFM Téléthon. Alors le Téléthon est lancé aujourd'hui, ce vendredi. L'objectif, comme chaque année, c'est de récolter des dons pour financer la recherche scientifique sur les maladies rares, dont certaines encore restent peu connues des scientifiques. Et heureusement, l'AFM est là depuis maintenant combien de temps d'ailleurs, l'AFM ? Vous êtes à la 38e édition du Téléthon, mais l'AFM... Exactement. L'AFM Téléthon existe depuis plus de 60 ans. Voilà, 60 ans de recherche absolument formidable. On va en parler évidemment de ces chiffres. Et juste un petit mot quand même sur ce Téléthon. 38e édition, cette année, avec comme parrain Mika. On l'écoute. Bonjour, c'est Mika. On y est, le Téléthon 2024, c'est maintenant.
C'est parti pour 30 heures de folie, de fêtes et de mobilisation incroyables. Je compte sur vous. Les familles et les chercheurs comptent sur vous. Partout, au 36 37 et sur téléthon.fr. Grâce à vous, la recherche avance. C'est concret et ça change la vie des malades. N'oubliez pas, faites un don au 36 37 et sur téléthon.fr. Je compte sur vous. Nous comptons sur vous, évidemment, 36-37. Le Téléthon, c'est l'histoire quand même d'une mobilisation qui est unique au monde, n'est-ce pas? Ah oui, c'est exactement ça. C'est vraiment un moment de solidarité immense qui vraiment unit la France entière, clairement, pour récolter ces dons pour que l'AFM Téléthon soit à même de mener ses missions. Et c'est évident que c'est un moment fabuleux. Non seulement au travers de ces émissions sur les chaînes de France Télévisions pendant 30 heures, mais aussi partout en France. Vous savez, toutes ces manifestations organisées dans plus de 15 000 villes. Tout le monde se mobilise. Attendez, j'ai des chiffres incroyables quand même. 280 000 bénévoles, 23 000 animations, 15 000 communes. Non mais attendez, 50 000 associations. C'est monumental. Ah oui, c'est monumental. Et c'est vraiment ancré dans le paysage. En France, quand on va dans des petits villages, ils disent on a 2 événements majeurs, nous, dans l'année. C'est le 14 juillet et c'est le Téléthon. Et ça, entendre ça, c'est fabuleux. Et quand je parlais de ces associations, les 50 000 associations, elles sont locales et elles sont engagées auprès des familles. Si je parle des familles, c'est parce que ce sont elles qui sont à l'initiative de l'AFM Téléthon, justement. Oui. Et à 60 ans, elles se sont réunies face, vous le dites, hein, c'est pas moi qui le dis, à l'indifférence claire autour des maladies rares. Avant, on n'écoutait pas, on ne regardait pas. On n'écoutait pas, on ne regardait pas, surtout on ne les connaissait pas, ces maladies rares. Au moment du premier Téléthon, on connaissait quelques-unes de ces maladies rares et ce qui causait ces maladies rares. Donc il a fallu vraiment déployer tout cet arsenal que l'AFM Téléthon a construit au fil des années pour en parler, en faire parler, les connaître, parce que les connaître, c'est aussi imaginer comment essayer de les soigner. Parce qu'on était face à un désert médical. Et donc là, il a fallu imaginer comment soigner ces maladies d'origine génétique. Voilà, il s'agit de maladies rares, forcément c'est extrêmement complexe par définition. Alors ces dons que vous pourrez faire, je rappelle, au 3637, le hashtag Téléthon aussi 2024, ou alors c'est téléthon.fr. Téléthon.fr. Voilà, téléthon.fr. Vous notez bien tous ces chiffres et vous les communiquez, vous envoyez des petits SMS à tout le monde, vos familles, vos copains. Vous leur dites surtout n'oublie pas, même un petit don n'est pas un petit don. Ils vont servir à quoi ces dons ? Alors, ces dons, ils vont servir à remplir nos 3 missions. La première mission, c'est celle de trouver des traitements sur ces maladies. Trouver des traitements, ça veut dire y compris trouver le diagnostic, poser le bon diagnostic. Ça, c'est une des premières missions de l'AFM Téléthon. La deuxième mission, c'est d'aider les familles. Aider les familles dans leur quotidien, dans leurs démarches administratives, d'en trouver les bons médecins qui vont pouvoir les guider, les accompagner. Et la troisième mission, c'est de communiquer, comme vous avez dit au début, faire connaître ces maladies, parce qu'il y avait vraiment cette nécessité d'en parler. Alors, vous avez créé au sein de l'Institut de l'AFM un institut de myologie pour parler justement peut-être davantage des muscles. C'est vrai que c'est assez peu connu. Lorsqu'on parle de muscles, on imagine tout de suite parler de sport. C'est pas relatif à la maladie. En quoi c'était important de pouvoir communiquer et de faire une recherche vraiment massive dessus ? Le muscle, c'est un élément central de notre vie. Déjà, c'est 40% du corps humain. On est composé de 40% de muscles. Et le muscle, il intervient à toutes les étapes de notre vie. Bien sûr, quand nous grandissons, quand nous vieillissons également, et d'où l'importance de garder des muscles sains parce que c'est un moteur de la vie, mais c'est aussi une image de la santé que l'on peut avoir. Et on cherche vraiment à promouvoir cet enjeu de santé publique qui est d'avoir un muscle en bonne santé. On entend souvent parler il faut faire du sport, mais on sait pourquoi, on sait la raison. Et le fait d'avoir cet institut de myologie, d'ailleurs, que l'on va transformer en fondation de myologie dans les 3 ans qui viennent, c'est vraiment important pour non seulement parler du muscle malade, mais aussi parler du muscle sain, du muscle vieillissant, du muscle entraîné. On est après les JO, le muscle sportif, on en a beaucoup parlé, et c'est vraiment important d'envisager vraiment le muscle dans sa globalité. Alors, les maladies musculaires, enfin, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, la scolarité, c'est un droit
déjà, pour tous les enfants. Mais surtout, c'est possible. C'est possible quand on met évidemment tous les moyens pour ça, quand aussi on est conseillé pour toutes les démarches à suivre. Et vous l'avez dit, un des objectifs de l'AFM Téléthon, c'est aussi ça, c'est aider les familles dans toutes les démarches. Voilà, c'est aider les familles, mais il fallait en faire prendre conscience aussi au pouvoir public. C'est pour ça qu'on va fêter bientôt, là, le 11 février prochain, les 20 ans d'une loi qui a été voulue et poussée par l'AFM Téléthon et d'autres associations pour faire reconnaître les droits des malades en situation de handicap, pour faciliter leurs inclusions à l'école, mais aussi dans le monde du travail, pour faciliter les accès, vous savez, les accès à tous les services communs, les services publics. Donc, on est très loin, entre vous et moi, franchement, Jean-François Brien, on est très très loin. C'est-à-dire qu'une personne en situation de handicap, qu'elle soit enfant ou non, pour pouvoir se déplacer dans n'importe quelle ville et province, enfin, c'est vraiment d'une odeur terrible. Pour les démarches administratives aussi, il y a eu des progrès énormes, mais pour juste la scolarité d'un enfant aujourd'hui, quels ont été les progrès ? C'est vrai qu'on partait de très loin, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Les enfants en situation de handicap sont dans les écoles comme les autres enfants. Et il n'y a qu'à voir une cour d'école. Une cour d'école, on en voit dans des différentes interventions que l'on peut faire et des familles que l'on connaît. Les enfants courent, rient, parlent. Et qu'il y ait un fauteuil, un enfant en fauteuil ou pas, ça ne change rien. Pour les enfants, ce n'est pas un problème. Donc il a fallu, bien sûr, faire que l'école accepte, et c'est vraiment un travail de tous les jours, que ces enfants soient intégrés dans une scolarité normale. Et on est très vigilant, la FM Téléthon est très vigilante à ce que, quand il y a des difficultés, on puisse surmonter ces difficultés. Alors même si on a envie, même si tout s'opère pour que ça fonctionne, il faut aussi avoir des personnels qu'on appelle les AESH, les accompagnants de ces enfants en situation de handicap, pour qu'ils puissent suivre la scolarité de ces enfants. On sait qu'elles sont des femmes trop peu nombreuses. Est-ce que aussi, vous, à la FM Téléthon, vous poussez aussi en ce sens? Est-ce que vous aidez, vous œuvrez pour que l'accompagnement soit maximal ? Alors, on œuvre pour que l'accompagnement soit maximal. On le fait de manière de proximité, d'une façon assez rapprochée, parce que, vous savez, nous avons un maillage national de ce qu'on appelle des référents parcours de santé. Oui. C'est un métier que l'AFM Téléthon a créé et qui est là pour accompagner les familles, les guider, mais qui va aussi faire ce lien avec les établissements scolaires pour que tout soit fait pour accueillir ces enfants. Opération jusqu'au 6 décembre, ça a déjà commencé il y a quelques semaines. 1000 chercheurs dans les écoles en France et à l'étranger afin de sensibiliser justement à ces maladies neuromusculaires. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de leur métier, racontent leur passion, expliquent, sensibilisent justement? Alors oui, c'est quelque chose que l'on a décidé il y a maintenant 11 ans. C'est fabuleux. Moi, je le fais chaque année. C'est un moment, c'est une bouffée d'oxygène parce qu'on va dans des collèges et lycées à partir de la 3e et on va parler à ces collégiens, à ces lycéens des maladies rares, des maladies génétiques, mais de l'innovation thérapeutique qu'il y a derrière. Et on va aussi leur parler des métiers de la recherche pour, pourquoi pas, susciter des vocations. Et je peux vous dire que depuis la première opération 1000 chercheurs dans les écoles, on a eu des témoignages d'enfants qui avaient pu bénéficier de ces interventions de chercheurs qui vont dans ces collèges et lycées partout en France et qui sont revenus nous dire « Eh ben moi, maintenant, je vais faire de la recherche. Moi, je suis en études, je suis en médecine ou je suis en doctorat pour faire de la recherche. » Donc là, on a vraiment réussi à ce que cette opération, finalement, elle aboutisse par créer des vocations, faire parler encore plus, depuis le plus jeune âge, de ces maladies génétiques. Juste pour qu'on ait une dernière idée, et puis après on va rendre, mais de la découverte de la maladie déjà, ce qui déjà prend du temps, à la mise à disposition d'un traitement pour cette maladie, quel est le délai à peu près? Qu'on se rende compte, qu'on prenne conscience de ce que c'est? C'est quelque chose, c'est un long chemin, clairement. On estime qu'il faut à peu près une dizaine d'années entre les premières recherches et le moment où on arrivera dans les essais cliniques pour tester le médicament chez des malades. Après, il faut encore quelques années de développement de ces essais.
ce temps a tendance à se raccourcir. Clairement, il y a une vingtaine d'années, il fallait plus, une quinzaine d'années, vraiment, et c'était même plus long parce qu'on ne connaissait pas les gènes. Bien sûr. Maintenant, voilà, on estime une dizaine d'années. On espère que ce temps va se raccourcir avec des innovations comme l'intelligence artificielle, qui va être d'un intérêt pour la recherche médicale également. On espère, bien entendu, que ce délai se raccourcisse parce qu'il y a urgence pour tous ces malades, parce qu'il y a quand même 95% des malades concernés par une maladie génétique qui n'ont aucune option de traitement. 95%. Oui. Encore, donc, malgré il y a plein de tous belles les victoires, efforts. il y a plein de belles victoires, mais il reste encore du chemin pour tous ceux qui attendent. Énorme chemin. Le 36-37, le hashtag Téléthon 2024, Téléthon.fr, vous donnez ce que vous pouvez. Vous proposez aussi à tous ceux qui vous entourent de faire un don, évidemment, pour le Téléthon. Et on embrasse et salue tous ceux qui œuvrent pour le Téléthon, tous les bénévoles, toutes les équipes de France Télévisions, évidemment, que je salue. Merci beaucoup, Jean-François, d'être venu, Jean-François Briand, d'être venu sur le plateau du Grand JT. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations et innovations scientifiques pour l'AFM Téléthon. Merci. Merci. Le rapport aux autres qui n'est pas évident parce qu'il y a ce mensonge que vous devez porter. Puis au-delà de ça, cette vie pour le moins compliquée, faire partie de ma génération, écrivez-vous, était un effort et une difficulté. Ça, c'est pas seulement votre statut. Vous ne vous reconnaissiez pas forcément dans cette jeunesse des années 80-90 ? C'est les deux parce que c'est difficile d'être insouciante et de faire partie des expérimentations collectives quand on a quelque chose à protéger. Et donc en réalité, je me suis quand même coupée d'un certain nombre d'expériences à cause de ça. Pour pas être tenté d'eux, pour pas... Oui, pour pas mettre en danger, ouais. Pour... à un moment donné, quand on a des grandes amitiés, il faut quand même partager à peu près tout. Alors si on peut pas partager sa famille, enfin en tout cas... C'est pas évident. Juste le nom de sa famille, c'est pas évident. Et puis après, même... amitié, je vous coupe, pardon, amitié ou amour, hein, parce que vous racontez aussi que votre premier grand amour, vous dites rien, oui. Et sacrée trouille au moment de... Bien sûr, mais d'ailleurs, je pense que... Et vous le faites de manière un peu brutale. Je pense que c'est quand j'étais sûre quand même que j'ai fait cette présentation officielle. Ouais. Mais en réalité, il y a quand même pas mal d'histoires avortées à cause de ça aussi. D'accord, en amont en fait. Oui, parce que c'était trop lourd à faire porter à quelqu'un d'autre et ça mettait tout à coup une sorte de lourdeur, de pesanteur sur des histoires qui étaient censées être légères et faciles. Donc c'était pas compatible. Fabiola, d'abord, quelles sont vos priorités pour l'éducation ? Alors, tout d'abord, permettez-moi de resituer. La Guyane, c'est 300 000 habitants. C'est 22 communes, dont le chef-lieu, c'est Cayenne. La Guyane, c'est une immigration incontrôlée. C'est un flux migratoire qui engendre des écoles surchargées avec peu de moyens. Pas assez. C'est un département qui est encore enclavé à l'heure où je vous parle. Des enfants ne vont pas à l'école. La Guyane, c'est aussi, à l'époque, on l'appelait l'émeraude. C'est un joyau pour la France. Je tenais à le souligner. Mais quand même, le maire et son équipe municipale fait tout ce qu'elle peut pour relever les défis que nous devons pour emmener les enfants vers la réussite scolaire. Et donc, s'agissant de ces priorités dont je vous parlais, quelles sont-elles ? Alors, les priorités du maire, c'est au niveau du sport, faire en sorte que toutes les... Enfin, il y a plusieurs champs disciplinaires, mais par rapport au niveau du sport, le scolaire, c'est faire montre d'innovation. Je prends un exemple. On est constamment à la recherche de moyens pour pouvoir satisfaire les besoins de nos élèves. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est dans un dispositif Ma piscine nage. C'est-à-dire qu'on a déplacé un bassin dans une école pour que les enfants qui n'ont pas les moyens puissent bénéficier, par exemple, de l'apprentissage de la natation. Kassem Bekri, je rappelle que vous êtes le fondateur de cette entreprise Draw Your Game et vous êtes venu avec tout votre attirail, justement. Alors, il n'y a pas grand-chose, en fait. Vous avez une feuille de papier, 4 stylos de couleurs différentes et puis une tablette connectée. Je veux bien que vous nous présentiez, justement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce que vous faites, l'intérêt de votre jeu et justement ce qui se cache derrière.
Ok. Le plus simple, je pense, c'est de vous faire une démo directement. Avec grand plaisir. On va vous montrer comment ça fonctionne et après, on va pouvoir en discuter. Avec grand plaisir. Donc, en fait, c'est assez simple. Comme vous l'avez dit, il y a besoin d'une feuille de papier, donc une feuille A4 normale. Et en fait, on va proposer aux enfants, mais pas que, de pouvoir inventer un monde et le transformer en jeu vidéo. Donc, on passe par un système de créativité. Donc là, je vais vous montrer très rapidement comment faire. Donc là, je dessine sur mon niveau un petit peu ce que je veux. Donc, c'est voilà, c'est à chaque fois une idée nouvelle. Donc en fait, je dessine tout ce qui est en noir, des éléments qui vont être statiques. Donc les couleurs sont très importantes. Donc c'est ce qu'on explique aux enfants. Les couleurs, le noir, c'est ce qui ne bouge pas. D'accord. Donc tout ce qui est rouge, ça va être les ennemis. Donc je vais pouvoir dessiner un petit ennemi ici. Bon, je suis pas un très grand dessinateur. Dans mon équipe, on a des personnes beaucoup plus fortes que moi. Donc on va dessiner en rouge les ennemis. Ensuite, le vert, c'est pour tous les éléments qui rebondissent. Donc je vais pouvoir faire un trampoline en fait en vert. Et pour finir, je vais dessiner en bleu les éléments qui sont physiques. Donc par exemple, je peux faire un sol, le sol qui va tomber lorsqu'on marche dessus. Voilà, on peut dessiner des tonneaux et tout ça. Voilà, donc je viens de dessiner ici un dessin, je vais vous montrer. Donc on peut vraiment dessiner ce qu'on veut. Donc là, voilà, ça sort de mon imagination. C'est ce qu'on appelle un niveau, un peu comme des grands jeux vidéo type Mario, etc., sur lequel un personnage évolue, c'est ça? Exactement, c'est un niveau de Mario. D'accord. Voilà, sur une feuille. On peut en créer plusieurs. Donc je vous lance. Donc je lance l'application qui permet de créer ou de jouer. D'accord. Donc je vais cliquer sur créer. Et ici, ce que je vais faire, c'est que ça prend une photo automatiquement. Donc là, je prends une photo de ma feuille. Donc je vais vous montrer dans 2 secondes. Là, je la recadre tout juste pour éviter de voir le micro dessus. Hop. D'accord. Voilà. Donc là, je la recadre. Ça charge. Voilà. Ça charge automatiquement. Et hop. Et je vais pouvoir directement créer mon niveau. Alors on vous reconnaît parce que dans votre vie, il y a un avant et un après, autour du dévoilement par Paris Match de votre existence, enfin de votre existence d'une certaine manière, et surtout de votre ascendance en 1994. C'est un séisme personnel, ça d'ailleurs vous avez déjà écrit là-dessus. C'est aussi un séisme pour la famille. Et dans les relations, c'était compliqué d'être copain avec des copains ou des copines. Mais vos cousins, par exemple, qui se retrouvent aussi, d'un coup, toute la famille Pinjot doit rendre des comptes. Oui, et ça, c'est quelque chose à quoi j'avais assez peu vraiment songé auparavant, dans le sens où, bon, déjà, j'essayais de moi-même sortir de cette espèce de tsunami personnel. Et c'est vrai que forcément, tout le monde est concerné. C'est-à-dire que tous ceux qui portent mon nom, qui me ressemblent, en plus, j'ai des cousines, on se ressemble toutes un petit peu dans la famille. Je suis extrêmement proche de mes cousins-cousines. Et donc, forcément, en effet, on leur a posé des questions, ils ont dû rendre des comptes, alors qu'eux-mêmes faisaient partie de cette histoire du secret. Donc, il y a toujours des ramifications, de toute façon, dès qu'il se passe quelque chose. Quand on parle d'un fait divers à la télévision et qu'on parle de la victime et du coupable, on pense pas forcément à tout ce qu'il y a autour. Et évidemment que c'est des ramifications infinies. Et donc ça, c'est très fascinant. Et voilà. Et donc là, c'est vrai que ça m'a intéressé de me pencher un petit peu plus sur les répercussions au-delà de notre famille nucléaire. Comment, parce que chacune, vous avez un peu une double casquette finalement, vous venez de l'enseignement, comment est-ce que ça façonne votre approche des enjeux éducatifs? Comment est-ce que vous vous en servez aujourd'hui comme d'un levier et l'une et l'autre? Fabiola? Alors, comment ma casquette d'enseignante, je m'en sers? Par rapport à mon expérience du terrain, oui. Ça me permet de mieux orienter la politique de la ville. C'est-à-dire... je mets en place des expériences que j'ai pu acquérir au cours des années précédentes quand vous enseignez. Quand j'enseignais. C'est-à-dire vous mettre à la place de l'enseignant. Voilà. Et ça, j'aborde plus la question politique par rapport à mon vécu. Mm-hmm. Ça devient plus cohérent pour moi. Et je me dis que cette expertise-là me permet d'impulser, dynamiser, faire comprendre. Voilà ce que, lorsqu'on est de l'autre côté, on ressent quand on est enseignant face aux politiques, face aux enjeux politiques. Donc, et c'est plus perspective, c'est plus compréhensible pour les interlocuteurs. Je crois que je m'appuie sur cette expérience-là pour mener
des actions. Et voilà. Tout l'enjeu du jeu, effectivement, en attendant que Kassem rescanne son dessin, c'est justement de pouvoir permettre derrière d'apprendre aux enfants la programmation notamment. Et le personnage va se déplacer sur la page qui a été dessinée par Kassem et par le niveau aussi. Voilà, on a une image de ce que vous nous avez dessiné. Oui, normalement. Et donc, de ce que je comprends, l'application, en fait, prend en considération tous vos dessins, analyse les différentes couleurs, et derrière, le personnage va pouvoir évoluer sur votre niveau. Exactement. Donc, là... Voilà. Donc, automatiquement, voilà, il y a le niveau qui a été créé à partir du dessin, donc on peut voir que ça reconnaît directement. Donc là, le petit personnage peut sauter, et s'il tombe sur du rouge, ça peut le tuer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller un petit peu plus loin. Et voilà, et le bleu, en fait, nous permet de tomber. Et hop là, et je peux rebondir ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre juste 2 secondes pour... Lisa de Bernard, mesdames et messieurs, complètement sous choc. Oui, c'est vrai. Depuis tout à l'heure, effectivement, je suis stupéfaite. Je ne m'attendais pas à ce que ça bouge de la sorte, mais c'est très chouette. Voilà. Donc maintenant, on peut partir un petit peu sur la programmation. Donc, je vais montrer juste rapidement. Expliquez-nous. Donc, l'intérêt, c'est de montrer aux enfants tout ce qui est programmation et action. Et donc, on peut placer des petites actions ici sur les éléments. Donc, il y a des actions de déplacement que je peux placer sur des objets en lui disant tu vas te déplacer de haut en bas. Je peux déplacer un élément pour qu'il tourne. Je peux aussi définir voilà, la porte de sortie. Et puis, les ennemis, je peux même leur mettre une petite IA en disant bon, toi, tu vas voler automatiquement de droite à gauche et toi, tu vas te déplacer. Et donc, on peut avoir là un niveau qui va directement bouger. Donc, on peut... je suis désolé, je suis à l'envers. J'ai un peu du mal à jouer. Ça rend les choses plus compliquées, voilà. Effectivement. Donc, hop, on peut sauter au-dessus, et donc les éléments bougent, et on voit les ennemis qui vont nous toucher. Tout ça appartient effectivement de ce dessin, c'est absolument exceptionnel. Ça invite les enfants, bien sûr, à dessiner, à utiliser leur créativité aussi. Tout ça avec, on le rappelle, 4 stylos, 4 couleurs seulement. Voilà, c'était le Zap, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui est en régie. À la réalisation, c'est Xavier Sanchez, le son Michael Fristo, le maquillage Laure Audemont, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée, bon week-end et on se retrouve lundi. Ciao.